Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette table ronde sur les armes autonomes et les perspectives de régulation. Je m'appelle Fanny Tan, je suis journaliste spécialisée en technologie et chercheur à la chaire Raoul Dandurand et j'ai l'honneur d'avoir avec moi 3 intervenants, 2 avec moi ici et 1 à distance, qui vont nous parler de ce sujet qui est dans l'air du temps définitivement. Donc, je vais commencer tout de suite avec la présentation des intervenants. Vous avez ici le général Jean-Claude Paloméros, chef d'état-major de l'armée de l'air de 2009 à 2012 et commandant suprême allié transformation à l'OTAN de 2012 à 2015. Bonjour, merci d'être avec nous. À ma gauche, on a Monsieur Thierry Berthier, qui est expert cyber et robotique. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à distance, nous avons Monsieur Bart Van Hove, qui est responsable des études avancées chez Destinus. Merci d'être avec nous, même si vous êtes à distance. Alors, je vais commencer tout de suite avec la première question, qui est quand même d'une grande importance quand on parle d'un tel sujet. C'est la question des définitions, en fait. J'aimerais poser la question à mes intervenants. Quand on parle des armes autonomes en temps de guerre, de quoi exactement est-ce qu'on parle en termes de niveau d'autonomie, de comment ces armes sont utilisées sur le battlefield, au niveau du renseignement et comment elles sont utilisées. Donc, j'ai pas d'ordre pour les questions, c'est vraiment la personne qui se sent le plus inspirée qui peut commencer. Je commence. Je remercie tout d'abord vous, les colistiers aujourd'hui. On va essayer de faire ce chemin ensemble, très intéressant. Et puis les organisateurs de ce forum, j'en ai fait partie il y a quelques années, ça s'appelait le Forum international de la cybersécurité. Je vois qu'il a continué à croître et c'est vraiment un lieu, vous êtes là et vous savez ce qu'on peut en attendre, mais c'est un lieu d'échange assez extraordinaire, assez unique. Et moi, je suis vraiment ravi d'être de retour pour parler d'un sujet passionnant qui touche notre avenir. Donc, merci à eux. Peut-être pour commencer, une petite anecdote, pour commencer light, si vous voulez, dont vous reconnaîtrez la paternité. Moi, j'ai travaillé, avant d'avoir les postes éminents là, qui ont été cités, avec beaucoup de chance, j'ai travaillé dans les plans, j'ai fait beaucoup de plans de préparation de l'avenir, de prospective, et puis il se trouve que dans les années 95, sur un théâtre qui s'appelait la Bosnie, j'ai découvert un engin magnifique, un système magnifique, qui était les drones, les grands drones, les drones de moyenne altitude, longue endurance, et puis qui était capable de voler pendant des dizaines d'heures, relayer des informations en temps réel vers les centres de commandement, en images, en vidéo. Je me suis dit, mais c'est l'outil du futur. Moi, c'est exactement comme aviateur, j'étais pilote de chasse, c'est exactement l'outil qu'il me faut pour assurer la surveillance, être présent en permanence sur un théâtre. Eh bien, j'ai essayé de soutenir cette idée-là. Eh bien, ça n'a pas vraiment marché. Et j'en ai été désolé de ne pas arriver à convaincre que l'avenir était là. Alors, on a fini par faire des choses. Donc ça, c'était un premier point. Il faut toujours regarder, à mon sens, l'avenir dans les yeux. Il ne faut pas avoir peur, y compris dans des sujets aussi sensibles que celui d'aujourd'hui. Il ne faut pas avoir d'appréhension. La peur est très mauvaise conseillère. La peur n'évite pas le danger. Donc il faut aborder vraiment les problèmes. Et je crois que les états-majors le font vraiment avec toute lucidité. Et je ne vous dis même pas comment ça a été difficile une fois qu'on a acquis ces drones sur étagère, parce qu'on n'avait pas encore construit notre étagère, de faire accepter aux dirigeants politiques l'idée de les armer, de mettre des armes dessus. Parce que quand vous surveillez et que vous attrapez, que vous cernez une cible de haute valeur, si vous pouvez la traiter tout de suite, c'est beaucoup mieux, quoi. Et ça, on l'a vu en permanence sur tous les théâtres d'opération, que ce soit en Afghanistan, au Sahel, partout où on est allé. Donc, en préambule, n'ayons pas peur. Je crois que c'est d'une réflexion lucide, argumentée, que viendra une certaine réalité. Alors ensuite, des définitions, c'est pas ce qui manque hein, sur ces sujets. Vous prenez la bonne littérature. Moi, ce que j'entends par armes autonomes, c'est plutôt des systèmes d'armes. Pourquoi ? Parce que l'arme en elle-même, elle n'existe que parce qu'elle a été conçue dans un but. Elle a été conçue, à ce stade en tout cas, par des humains,
a priori par des experts, souhaitons-le, ou en tout cas des gens qui ont réfléchi à quoi elle devait servir. Il y a même eu, la plupart du temps, un concept d'emploi de cette arme. En tout cas, c'est comme ça qu'on a fait jusqu'à maintenant. Comment s'en servir, avec les limites, avec la plus-value. Et puis ensuite, une sorte de doctrine, une mise en œuvre, et puis une responsabilité dans la programmation. Pour les armes qui sont programmables, on parle beaucoup par exemple des missiles de croisière Scalm et Storm Shadow, ça a été un de nos vrais sujets, une de nos vraies réussites, et on a passé un certain temps à définir les conditions de préparation, y compris les différents modes de navigation pour qu'ils soient autonomes, des choses comme ça, qui payent aujourd'hui sur le théâtre, en tout cas pour les Ukrainiens. Et puis, donc, programmation, et puis enfin, la mise en œuvre, c'est-à-dire leur emploi. Donc, je veux dire, à ce stade, dans la réflexion, une arme autonome n'est autonome parce qu'on lui donne l'autorité d'être autonome, et parce qu'on l'a conçue comme ça, avec des tas de questions, évidemment, qui se posent derrière, sur la nature des senseurs que vous allez y appliquer. Voulez-vous ou non, à un moment ou un autre, récupérer le contrôle de cette arme? C'est pas idiot, on y reviendra sans doute dans une question ultérieure. Est-ce que cette arme, vous souhaitez qu'elle communique en temps réel les effets qu'elle va produire, voire qu'elle a produit? Ça, c'est plus compliqué si elle s'est détruite. On peut parler d'armes autonomes qui sont des armes directes d'attaque. Aujourd'hui, on parle de drones kamikazes. Les pauvres, ils ne sont pas tellement kamikazes, c'est d'autres qui les envoient au carton, je vous rassure, mais enfin, ce sont que des drones, après tout. C'est mieux que des hommes. Voulez-vous avoir l'information en temps réel de ce qu'on appelle le Battle Domain Assessment, c'est-à-dire l'efficacité produite sur le terrain? Ça c'est crucial. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas réorienter votre manœuvre, vous ne pouvez pas apprécier l'efficacité de ce que vous faites. Donc, et après, évidemment, se posent des questions sur l'intelligence embarquée, le edge computing en quelque sorte. Qu'est-ce que vous voulez introduire dans cette arme dite autonome pour qu'elle puisse comprendre le champ de bataille, le champ d'attaque en quelque sorte, et pour qu'elle puisse éventuellement rectifier elle-même la trajectoire, ce que fait normalement, en ce qui concerne l'aviation de combat, le pilote, et c'est vrai dans tous les milieux. Donc, on ne peut pas aborder, à mon sens, la définition d'armes autonomes simplement par des grands principes. Je crois qu'il faut les intégrer dans ce que j'ai appelé un système d'armes et un système d'hommes, c'est-à-dire, au bout du compte, un système coopératif. Et vous verrez que c'est un peu, je vous le dis tout de suite, c'est le fil directeur de mon intervention, enfin en tout cas de ma présence ici, c'est que moi je crois beaucoup à l'hybridité, à la coopération, à l'intelligence augmentée, et c'est à peu près autour de ça, si aujourd'hui j'étais un décideur, que j'essaierais de construire des systèmes autonomes dans tous les niveaux, sachant qu'évidemment, tout comme un homme, définir un système autonome qui va respecter strictement, je crois que ça sera l'objet d'une prochaine question, les règles qui sont plus ou moins claires et plus ou moins diplomatiques, les conventions et autres, ça pose évidemment des vraies questions. Maintenant, et pour terminer simplement cette introduction, si il existait aujourd'hui vraiment des armes autonomes très précises et très efficaces, peut-être qu'on en trouverait l'usage dans certains des théâtres d'opération. Je ne vous dis pas lequel, mais je vous laisse deviner. D'abord, merci pour l'invitation. Donc sur la question de la définition des armes, enfin de l'autonomie, d'abord l'autonomie c'était un mot qui jusqu'en 2018 était tabou en France. C'était très difficile d'écrire dans un article le mot autonomie au niveau d'autonomie parce on tombait tout de suite sous les fourches codines du côté obscur de la force et puis de ce qui était interdit, pour le dire un peu plus simplement. Donc aujourd'hui, quand on parle d'armes autonomes, il faut parler obligatoirement de niveau d'autonomie. Alors il se trouve que j'avais commis un papier en 2018, à l'époque où c'était compliqué d'en parler, dans la revue de la Défense nationale, pour proposer justement 6 niveaux de classement de l'autonomie. Du L0, qui est le niveau de l'arme téléopérée, donc aucune intelligence, entre guillemets, si ce n'est l'intelligence humaine qui téléopère le robot. Le L1 qui commence à embarquer certaines capacités très faibles d'autonomie, de réplication. Le L2, le L3 pour aller jusqu'au L5, qui est un niveau d'arme totalement autonome, qui fait de la recherche de cibles toute seule, sans qu'on lui demande rien, de la qualification de cibles, du traitement de cibles, et puis qui n'en réfère à personne. Et puis dont on ne peut même pas reprendre le contrôle.
Donc ça, on est vraiment sur le degré ultime de l'autonomie. À l'époque, c'est ce qu'on appelait le Terminator, en langage un peu cru, qui a pas une très grande utilité opérationnelle, qui en a même pour l'instant pas beaucoup du tout pour les forces quelles qu'elles soient, parce qu'un système qu'on ne peut pas reprendre sans le détruire, c'est compliqué. Donc voilà, de L0 à L5, ça fait 6 niveaux d'autonomie qui permettent de classer. Alors, je n'ai pas la prétention que ce soit la meilleure classification, mais aujourd'hui, elle commence à être utilisée, y compris aux États-Unis. Donc ça permet déjà de situer de quoi on parle quand on parle de système d'armes autonome ou semi-autonome. J'avais donné aussi 2-3 éléments pour faire, j'avais appelé ça par provocation, éloge de l'autonomie, à l'époque, où on ne pouvait pas en parler. Parce qu'il y a des situations, il y a des contextes où l'autonomie est la seule, la seule clé finalement pour pouvoir poursuivre une opération. Alors il y a un exemple en ce moment qui est frappant, hein, c'est le théâtre ukrainien où vous avez, où les Russes, l'armée russe a beaucoup appris de ses échecs et donc devient de plus en plus résiliente et a réussi à mettre en place un mur du brouillage, notamment pour les drones. Et donc les drones ukrainiens doivent passer ce mur du brouillage. Et une fois que vous avez passé le mur du brouillage, ben, si vous n'avez pas d'autonomie embarquée dans le drone, quand vous n'avez plus de liaison avec vos stations terrestres, si le drone n'a pas un niveau d'autonomie suffisant, votre drone, dès qu'il passe le mur, il est perdu. Il va dans la nature, il peut être leurré, il peut tomber, il se perd, il ne peut plus se repérer parce qu'il n'a pas de GPS, il y a un mur de brouillage qui est extrêmement efficace et extrêmement dense. Donc seuls les systèmes qui intègrent de l'autonomie et qui sont suffisamment aussi résilients face au brouillage sont capables de s'en sortir et de maintenir la mission pour laquelle ils ont été activés. Donc voilà, typiquement on est dans un contexte. Il y a un autre contexte, c'est le contexte sous-marin, où là aussi vous avez des drones sous-marins qui sont dans un milieu où les communications sont compliquées, où la furtivité est importante et où aussi le niveau d'autonomie, parce que parallèlement le milieu sous-marin, c'est pas un milieu où la complexité est très élevée. Une complexité élevée, c'est quand vous êtes sur la nationale 118 pour une voiture autonome ou au milieu du rond-point d'un rond-point parisien où là vous avez des gens qui arrivent. Donc là il y a une très forte complexité. Mais quand vous êtes à 300 mètres de profondeur dans un océan, vous ne rencontrez pas beaucoup de voisins ou de conducteurs à côté de vous. Donc la complexité est plus faible et donc du coup ça permet de déployer des niveaux d'autonomie plus élevés avec de l'efficacité. Donc voilà, l'important c'est vraiment de parler des niveaux d'autonomie, de quoi on parle quand on parle d'autonomie, parce que dire qu'une arme est autonome, un SALA, voilà, c'est compliqué. Une vieille grenade qui a été abandonnée, qui reste comme ça et qui est dégradée, c'est un SALA, oui, parce que n'importe qui va marcher dessus, va la faire exploser. Et personne, à part un démineur, peut l'opérer. C'était ça pour mon introduction. Merci beaucoup. Bart, est-ce que vous voulez vous exprimer? Oups, je pense qu'on a un souci de son. Je suis désolée, Bart, on ne vous entend pas. Je pense qu'on est en train de régler ça en arrière. D'accord. Ah, voilà, là ça fonctionne. Merci. Merci pour m'inviter. Vous m'entendez? Oui. Vous m'avez dit que je peux parler en anglais. Oui, so I will take this liberty. Alors, je vais prendre la liberté de parler en anglais. Merci de m'avoir invité. Alors, moi, je travaille chez Destinus et nous avons mis au point certains de ces systèmes d'armes qui ont été mentionnés à la première question de ce qu'on entend par un système autonome. Je suis tout à fait d'accord avec la position de mes collègues ici sur cette table ronde. Bien sûr, ils ont beaucoup plus d'expérience que moi, mais j'ai une démarche qui est assez simple et assez rationnelle. Beaucoup d'armes dites conventionnelles ont un degré d'autonomie. Ça peut être voilà, des missiles, par exemple, qui sont, on tire et on ne peut pas les reprendre une fois qu'ils ont été tirés. Le dôme de fer avec des systèmes automatiques utilisés pour la défense et pour l'attaque. Alors, ce qui n'a pas été dit, je pense, comme la logistique, l'aide
l'aide humanitaire, par exemple la livraison d'aide humanitaire à des civils. Ça, ce sont des choses aussi où j'imagine qu'il y a un risque difficile quand on fait des extractions, par exemple en territoire ennemi, ou quand on apporte de l'aide, par exemple, si ça peut être fait automatiquement par des robots, ça peut être en fait quelque chose qui peut faire du bien sur un théâtre d'opération. Donc, je soutiens une démarche rationnelle et il faut se mettre d'accord sur des règles éthiques, des règles de conduite avec des exigences humanitaires minimales pour l'utilisation d'armes qui existent déjà. Je ne sais pas pourquoi il y aurait besoin de réargumenter là-dessus, mais on a besoin évidemment de trouver des moyens de mettre en œuvre ces différentes normes avec les nouvelles technologies qui sont disponibles. Un autre avis que j'ai est que ce n'est pas juste pour la protection, la régulation, c'est pas uniquement pour protéger la société ou pour protéger les militaires d'une mauvaise qualité ou d'une mauvaise utilisation des systèmes. C'est aussi pour veiller à ce que le développement soit sûr et efficace. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'aujourd'hui, si la société pour laquelle je travaille, Destinus, si on veut créer des systèmes qui sont autonomes, ça peut même être de l'autopilote pour la navigation, ça a été mentionné. C'est difficile de trouver des lieux de sécurité où il y a un environnement de bac à sable pour pouvoir tester. Il y a peu de réglementation parce que la technologie est nouvelle, mais les problèmes, eux, ne sont pas nouveaux. On a une technologie immature qui est parfois pas entièrement comprise, on peut voir des opportunités, on peut voir des risques. Donc je pense qu'une démarche d'amélioration transparente devrait faire partie du débat politique afin qu'on puisse être transparent vis-à-vis de nos partenaires. On pourrait parler de choses sur la non-prolifération et bâtir une confiance réciproque en échangeant entre puissances. On a déjà ces systèmes en place pour les armes biologiques et les armes nucléaires. Donc ça, c'est ma position. Je pense que ce n'est pas la peine de réinventer la roue et regarder les opportunités aussi bien que les risques. Et je suis d'accord avec mes collègues. J'ai la même position que je pense. Je vais tout de suite enchaîner avec la deuxième question à propos de la régulation. Donc, les Nations unies veulent réguler l'intelligence artificielle militaire à l'échelle globale et potentiellement bannir l'utilisation de l'IA dans les armes autonomes en temps de guerre d'ici 2026. Alors, bon, je pense que c'est encore vraiment juste une esquisse de la régulation, mais j'aimerais savoir, selon vous, les experts autour de la table et à distance, c'est quoi les défis que posent de telles régulations? On pourrait parler, par exemple, de la position des puissances majeures à l'échelle mondiale et aussi est-ce que cette régulation serait en quelque sorte une barrière à l'innovation, selon vous? Donc, vraiment, votre point de vue sur les défis de la régulation des armes autonomes. Oui, c'est une question fondamentale, hein, bien entendu. On est partagé sur le sujet. Moi, j'ai la chance ou non d'avoir certains backgrounds et beaucoup d'années d'expérience dans ce genre de domaine. Est-ce que ça vaut la peine de définir une réglementation si elle n'est pas appliquée? Et on sait d'ores et déjà qu'elle ne sera pas appliquée par un certain nombre d'acteurs qui n'hésitent pas à signer un document d'une main et à le fouler du pied de l'autre. Hein. Référence aux accords de Budapest, c'est pas tout à fait le même domaine, mais enfin, on y revient toujours. Donc, mais d'un autre côté, essayer de se fixer un standard et obtenir, même si c'est une majorité qui est loin de faire l'unanimité, ça peut donner un cap, et je pense que ça a une véritable valeur humaine, si vous voulez, par rapport à nos valeurs de fond, liberté, démocratie, de responsabilité. Donc je crois que ça vaut le coup d'essayer, mais il est clair que réglementer l'IA, c'est l'objet d'ailleurs d'une partie de cette
de ce forum, c'est courir après un train qui va très vite. Moi, je prends souvent l'exemple de le parallèle entre l'exponentialité, la transformation numérique et toutes ces applications, et puis la linéarité du fonctionnement de nos institutions et donc des réglementations qui vont avec. Mais ça vaut quand même le coup d'essayer, ne serait-ce que pour faire prendre conscience des enjeux et de la relation qu'elles ont avec les valeurs humaines, pour qu'il y ait une certaine agrégation de tout ça. Maintenant, la contrepartie, c'est qu'on ne s'enferme pas dans des murs qui sont trop rigides. Si vous voulez, il y a une convention qui peut convenir pour y introduire les armes autonomes. Là, c'est la convention sur certaines armes conventionnelles. C'est la traduction qui est faite en français. Quand on voit de quoi elle traite sur les bombes à fragmentation utilisées en Ukraine, sur les mines, j'en parle même pas. La dernière altération de ce protocole, de cette convention, c'était, je crois, en 2022, mais c'était avant que les Ukrainiens se heurtent au front de mines russes. Après, il y a les armements incendiaires. On en a vu l'effet, effectivement. Donc tout ça, normalement, est réglé par cette convention. Après, vous avez les lasers aveuglants contre des humains. Mais aujourd'hui, face aux menaces balistiques et autres, le laser, l'arme à énergie dirigée, est une arme efficace. Alors, vous n'êtes pas obligé de la diriger vers le pilote, mais si vous voulez arrêter, bon, si c'est un missile, c'est un missile. Si vous voulez arrêter un autre engin, vous serez bien obligé de le faire quand même. Et puis, il y a tout ce qui est explosif qui restent sur le sol. Et évidemment, on imagine en Ukraine ce que ça va faire dans les années à venir. Il y a du travail. Donc, bon, c'est vrai que cette convention qui peut intégrer les armes autonomes sous une forme ou une autre, elle a son mérite parce qu'elle est relative à certaines valeurs, même si elles ne sont pas appliquées par d'autres. Mais la contrepartie, je me répète, mais elle ne doit pas freiner notre imagination parce que de toute façon, nous devrons, et ça c'est l'erreur qu'on commet parfois, nous devrons nous défendre contre ce type d'armement. Donc il faut maîtriser le développement de ce type d'armement, en voir les forces et les faiblesses. Et il faut avoir le courage d'essayer. On en parlera peut-être, mais les Américains font beaucoup de tests. Ils essayent de définir une doctrine. Après, on peut voir jusqu'à quel point ils suivront cette doctrine et les limites. Parce que quand vous parlez de règles de proportionnalité et tout ça, évidemment, intégrer ça dans l'autonomie d'un certain nombre de systèmes d'armes, c'est quand même pas simple. Et quand vous voyez la manière dont sont écrites les conventions, chapeau pour les programmeurs, les algorithmiciens qui auront à traduire ça. Peut-être d'ailleurs que les armes, dans ces contextes-là, les armes les armes autonomes auront plus de contraintes que ceux qui les servent. Pourquoi pas, si vraiment vous intégrez la somme des textes et vous lui dites vous allez obéir à tel principe, alors qu'en fait, par la force des choses, et surtout maintenant qu'on redécouvre des guerres de haute intensité avec l'Ukraine depuis 2 ans. On aurait parlé du même sujet il y a un peu plus de 2 ans. Je ne suis pas sûr que les réponses auraient été de même nature parce que ça nous effraie. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On a un peu peur d'affronter ce sujet. Alors il y a des groupes qui travaillent là-dessus et c'est bien, il faut qu'ils le fassent. Alors il y en a un, c'est vraiment un groupe qui est très bien organisé. Malheureusement, si vous voulez, quand je vois les conclusions du groupe qui insiste qu'il faut absolument que l'homme contrôle l'ensemble, qu'il ait un impact significatif sur l'utilisation, le principe de responsabilité, une approche de précaution, de transparence, de surveillance, et que ça respecte les règles et les droits internationaux. Bon, d'accord, moi aussi, on est tous capables d'écrire des choses comme ça, mais ça ne produit pas vraiment une réglementation qui soit utile et efficace dans le développement des drones. Donc, en conclusion de cette deuxième question, moi je pense que cette régulation, il faut d'abord qu'on la crée ensemble, et surtout ceux qui sont au cœur du développement des différents moteurs d'intelligence artificielle sous toutes leurs formes. C'est que, en fait, c'est l'éthique de l'intelligence artificielle qui est derrière tout ça, si on y réfléchit bien, et que tout ça rentre dans un dialogue permanent avec les utilisateurs. C'est ça.
C'est ça la vraie, l'essence même d'une réglementation qui en vaille la peine, c'est qu'on trouve par ce chemin-là, avec un dialogue avec nos alliés au sein de l'Union européenne, au sein de l'OTAN, des voies pour se dire, ben voilà, c'est sans doute le bon chemin pour éviter d'aller trop loin. Mais je me répète aussi par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'homme reste quand même au centre du jeu, puisque c'est lui qui conçoit et qui met en œuvre et qui exécute, qui fait exécuter. Voilà. Alors, sur la même question, par rapport à aux velléités de l'ONU et du secrétaire général d'obtenir un texte, là aussi j'avais fait un article il y a quelques temps là-dessus, dans je ne sais plus quel un site web, je ne sais plus lequel c'est, bref, où enfin, la situation elle est claire. Si on prend les 3 acteurs majeurs, que sont les États-Unis, la Chine et la Russie, aucun de ces 3 acteurs, techniquement, ne signera une demande contraignante. Aucun. Les Chinois l'ont déjà expliqué, les Russes, ça va de soi, et puis les Américains aussi sont très prudents là-dessus, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire enfermer. Et d'ailleurs, il y a eu un pivotement des états-majors américains et puis de l'armée américaine qui date d'il y a 3-4 ans, avant le conflit d'ailleurs russo-ukrainien, qui disait finalement, alors, parce qu'il y avait des velléités en Silicon Valley de dire attention, l'IA, il faut qu'elle soit éthique. Puis alors quand on met de l'IA dans de la robotique, attention, il faut que le robot et l'IA embarqué soient aussi éthiques, et il faut faire des choses bien, il faut que ce soit du AI for good, du robotics for good, etc. Et donc, tout ce qui touchait de près ou de loin à l'usage militaire commençait à être quelque chose de toxique. Hein. Donc ça, pour casser un peu cette dérive, je ne sais pas si c'est une dérive, mais ce mouvement, l'armée américaine a dit finalement, a mis ça dans ses doctrines en disant attention, on va retourner la question de l'éthique militaire. Est-ce que ce serait éthique aujourd'hui d'envoyer un groupe de combat humain, de soldats américains humains ou canadiens humains, face à une unité robotisée chinoise? Est-ce que ça c'est éthique? Avec le degré de létalité de robots chinois qui, évidemment, laisserait aucune chance à un groupe de combat formé de militaires, enfin de soldats, d'opérateurs humains. Donc, le retournement éthique, il a été fait à ce moment-là. Ça, c'est un premier point. Les Américains ne signeront aucun contrat qui soit, qui limite le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une compétition effrénée avec le concurrent chinois, avec d'autres concurrents aujourd'hui, où vous avez des montées en puissance à la fois en IA et en robotique qui se conjuguent. Vous avez aussi une très forte... vous avez des révolutions sur la robotique qui sont en train de se produire dans le domaine civil, agricole, dans le domaine des transports, dans le domaine de la construction, de l'IA médicale, etc. Vous avez une douzaine de révolutions de la robotique qui intègrent de l'IA. Aujourd'hui, en France, on parle beaucoup d'IA. Ici, au Forum, on en parle beaucoup. Mais les vraies révolutions les plus impactantes, c'est celles qui vont résulter de la robotique, puisque c'est le bras armé de l'IA, sur l'espace réel. C'est vraiment celles-là qui vont avoir un impact à la fois sociétal, social, en termes d'emploi, etc. On dit les emplois très qualifiés de haut niveau, mais aussi les emplois de bas niveau, puisque c'est ce qui va remplacer, voilà, dans le BTP, ça a commencé dans l'agriculture, ailleurs, etc. Donc ce sont des révolutions dont on parle très peu en France, mais qui sont au centre de toutes les stratégies, de tous les plans, au sens noble du terme, aux États-Unis, en Chine, en Russie, en Inde et ailleurs. Donc voilà, c'est plus que l'IA, c'est la robotique aujourd'hui, c'est le combat de la... Enfin, c'est les enjeux et défis de la robotique qu'il ne faut surtout pas rater. Et donc voilà, il y a cet aspect civil de robotique et d'IA civile, où vous avez des transferts de fonctionnalités, des transferts de compétences du civil vers le militaire avec des tickets à l'entrée qui sont extrêmement faibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un groupe terroriste peut avoir accès à un essaim de drone de très très bas niveau et peut venir faire un carton aux Jeux Olympiques dans quelques mois. Techniquement, c'est tout à fait réalisable. Et c'est là que voilà, il faut apporter aussi des réponses à ce type de nouvelles menaces, qui sont des menaces qui sont multiformes et puis qui peuvent arriver de n'importe où et qui
qui peuvent se déployer à des très grandes vitesses avec des robots qui sont hyper véloces aujourd'hui. Vous avez des drones qui volent à 300 km/h, des petits drones hein, à motorisation électrique. Et puis les premiers drones à turbine, c'est-à-dire des drones qui embarquent des micro-réacteurs, commencent à arriver dans le monde. Il y a 3-4 constructeurs qui savent en faire, dont un français. Et donc ça, ce sont des drones qui dépassent les 500 km/h. Donc on imagine sur des menaces comme ça, donc c'est comme un petit Rafale, hein, c'est un petit Rafale avec une turbine. Et donc on imagine sur des menaces hyper véloces comme ça, avec des tickets à l'entrée qui coûtent très peu cher, puisqu'un micro-réacteur ça coûte 1 500 € sur Internet. Hein. N'importe qui peut en acheter. Donc on a une diffusion globale. Donc si on se place cette fois-ci de la défense, il faut être capable de mettre en place des boucliers. Et ces boucliers-là, là, c'est pas l'homme dans la boucle. Si on commence à penser homme dans la boucle, on a déjà perdu avant même d'avoir commencé à imaginer un système pour le contrer. Ça a été longtemps le leitmotiv. C'était une erreur à la fois technique, stratégique, tactique. Enfin, c'était, pour parler poliment, c'était une bêtise. Voilà. Mais aujourd'hui, techniquement, pour construire un dôme anti-drone, on est obligé d'aller vers des systèmes très très autonomes. Et si on se fait, pour parler concrètement, si on se fait attaquer par 40 drones sur un stade, par exemple, aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus facile de mener l'attaque. Côté attaquant, c'est très faisable. Tout est sur étagère. Mais côté défense, la complexité à la fois technique et algorithmique pour construire une défense efficace, un dôme anti-drone, pour contrer cette attaque de 30 ou 40 ou 50 drones, et on ne parle pas de gros essaims hein, aujourd'hui, de super essaims, c'est très compliqué, c'est coûteux. L'avantage est clairement à l'attaquant, et la défense est très difficile. Et si on n'a pas de l'IA, et si on commence à mettre des régulations, on ne peut pas construire de système drone, anti-drone. Vous voyez, aujourd'hui, pour attaquer ces 30 drones-là, il va falloir mettre en place des drones. On va combattre le drone par le drone et faire de l'interception automatique avec des vitesses qui vont être croissantes, 200, 300, 400 km/h, etc. Aucun humain n'est en mesure de télépiloter un drone à 300 km/h. C'est très difficile. Et de diriger un drone contre un drone cible et de le taper, de le faire exploser par l'énergie cinétique, et puis de recommencer pour un autre, etc. Voilà. Techniquement, c'est ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Ce sont les enjeux aussi de la lutte anti-drone aujourd'hui. Et là, si on n'a pas d'IA et si on n'est pas sur un modèle hautement autonome, on ne sait pas le faire. Voilà. Merci. Bart? Yeah, if I may, this is exactly what this C'est exactement ce que nous avons développé et j'espère que c'est ce que l'Europe a besoin. Ma question pour les orateurs, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour s'assurer qu'on reste au même niveau de la technologie, qu'on soit en compétition avec la liste des États-Unis, de la Russie, de la Chine? Parce que nous avons une armée très forte aujourd'hui, mais si on écoute bien et honnêtement, demain on ne sera pas fort, on sera faible. Est-ce que l'Europe est vraiment prêt à développer ces systèmes ouverts ou est-ce qu'on est coincé dans un débat moral parce qu'on peut parler de la morale pendant éternellement? Une réponse? Non, mais ça a été brillamment expliqué. Il est clair qu'il faut qu'on passe des caps. Alors, le cap le plus traditionnellement, et c'est complètement compréhensible, le cap le plus facile à franchir, entre guillemets, c'est le cap de la défense, la défensive. On est là pour se défendre, l'article 5, tout ce que vous voulez. Donc là, si on a une chance, effectivement, et une obligation, hein, je suis d'accord avec vous, une obligation. Et ça me rappelle l'histoire que je vous ai racontée au début, c'est-à-dire l'avènement très, très, très retardé des drones et encore plus retardé de leur armement. Là, c'est pas une question de décennies, là, c'est pas une loi de programmation militaire, c'est maintenant, quoi. Et la bonne nouvelle, c'est globalement, on sait faire des choses. On n'est pas. Donc là, il faut vraiment encourager. Et c'est ce que font très bien les Américains. Là, ils ont vraiment. Moi, je suis pas un fan. J'ai vécu, j'ai travaillé aux États-Unis, donc j'admire une partie de ce qu'ils font. Je suis un peu moins admiratif d'autres choses, en particulier de ce qui se passe en ce moment. Mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai qu'ils sont capables de développer des synergies
entre différents milieux qui sont extraordinaires, que ce soit dans l'innovation très en amont avec des outils comme la DARPA, mais aussi au sein des labs. Je vois ce qu'ils sont en train de faire, par exemple, pour les experts avec le programme Ghost Rider de l'US Air Force dans leur Research Laboratory. Ils y vont, mais bon, c'est vrai, ils ont de l'argent, hein, 800 à quelques milliards dans le budget de défense, et ce budget de défense, il alimente très clairement cette recherche, cette innovation. Il n'y a pas 50 solutions. Et ils donnent leur chance à tout le monde. Ils ont des antennes au sein des universités. Ils sont très souples dans leurs organisations. C'est ça. Alors je sais qu'il y a des réflexions, en particulier en France. Il faut que ces réflexions, elles impactent aussi en Europe. Il nous faut beaucoup plus de souplesse si on veut répondre à ces défis. Et on a des cerveaux, on a des talents. Il y en a, j'en suis sûr, dans la salle, qui ont un certain nombre de réponses. Ça, c'est la défense de nos libertés, c'est la défense de notre démocratie, c'est la défense de nos pays qui est en jeu. C'est la défense contre le terrorisme, parce que, évidemment, tout ça, ce sont des outils d'excellence pour le terrorisme. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils trouvent de mieux? Comme vous le disiez tout à l'heure, des essaims de drones. Mais les essaims, c'est le truc, on ne les a pas encore vus, hein, mais dès qu'ils seront à l'œuvre, ça va faire un tonnerre, hein, c'est le cas de le dire. Donc, oui, déjà, mais on ne peut pas dissocier complètement la défense de l'offensive. Il faut aussi qu'on essaye de tirer parti de ça. Alors sur la partie offensive avec laquelle on est moins à l'aise, là je prône une certaine hybridité, au moins dans un premier temps, pour être sûr quand même qu'on va très loin sans aller peut-être trop loin. Difficile à juger. Mais à partir du moment où vous avez ce cycle de conception, vous maîtrisez globalement. Alors évidemment, dans la conception, vous pouvez avoir de l'assistance, ça se fait tous les jours, l'assistance de la conception par ordinateur, certes, et puis par intelligence artificielle, mais c'est la maîtrise du cycle de bout en bout, et tous ceux parmi vous qui travaillent dans l'AI connaissent parfaitement ce processus, et si on gardait ces règles, mais surtout de le faire de manière collective, si vous voulez, on ne réglera plus rien dans des stovepipes, comme disent les Anglais, dans des silos. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il faut qu'il y ait une dynamique entre le besoin opérationnel et la satisfaction, qu'on apprenne et qu'on ait une courbe d'apprentissage qui soit extrêmement rapide et qu'on sache aussi être aussi souple dans l'emploi des finances. Je sais bien que les finances publiques sont réglementées par des budgets, etc. Il faut qu'on trouve les moyens, sinon on est dépassé. Le TGV est parti, on ne prendra pas le dernier wagon. Et si on rate le dernier wagon, il n'y aura pas d'autres TGV. Donc cette question précise des armes autonomes nous met vraiment devant nos responsabilités par rapport au train de l'IA qui est parti depuis longtemps et qui s'accélère, et de notre défense, de notre sécurité, et la manière dont on veut l'assumer. L'exemple, évidemment, de l'Ukraine, n'est pas un exemple, c'est simplement un réveil pour certains, en tout cas un électrochoc de tas de domaines dont on parle dans le média, vous le savez, mais aussi du futur. Donc ne ratons pas cette étape-là, sinon on ne pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes le jour où on verra cette menace se caractériser en disant « Merde, c'est drôle ça, on n'y a pas pensé. » quoi. Alors, les gens qui disent aujourd'hui « on n'avait pas pensé aux drones qui étaient des armements », je leur renvoie quand même à la bonne littérature pour leur dire « écoutez, c'est pas qu'on n'y ait pas pensé, mais on n'a pas voulu le faire, c'est différent. » Et puis aussi très concrètement, alors en France et en Europe, on a des avantages et puis des avantages et des inconvénients. On a des segments sur lesquels on est très bon, notamment sur toute la partie recherche, sur toute la partie publication, sur la partie recherche académique. On a des labos à l'école polytechnique, à l'école normale supérieure, où on a des chercheurs qui publient, qui sont des vrais stars de l'IA. Encore une fois, il ne faut pas se tromper sur la notion de la définition de star de l'IA. Les stars, ce sont les chercheurs qui publient, ce n'est pas les autres. Ça, c'est un premier point important sur lequel il ne faut pas qu'on fasse d'erreur. En France, on a une recherche académique de bon niveau, de très bon niveau, qui est appréciée d'ailleurs des sociétés américaines. Donc ça, c'est une bonne chose. Là où on est un peu moins bon, c'est sur le financement d'innovation. Pour donner juste un exemple, si vous allez aux États-Unis et que vous allez regarder sur Internet une société extraordinaire, société qui s'appelle Anduril, A-N-D-U-R-I-L, cette société a levé 1,48 milliard de dollars pour développer des systèmes autonomes à plusieurs niveaux d'autonomie militaire. Société américaine,
qui a fait une levée de fonds record de 1,48 milliard et qui, tous les 3 mois, sort des nouveaux systèmes. Évidemment, avec beaucoup d'argent, on recrute les meilleurs de niveau mondial, en IA, en machine learning, en computer vision, dans le domaine des capteurs, de la mécatronique, etc. Et avec 1,48 milliard de dollars de financement, on peut aller très vite et résoudre des problèmes de très haut niveau. Être à l'état de l'art en permanence et être le plus innovant, certainement un des acteurs les plus innovants de la planète aujourd'hui, et aller très vite sur plein de choses. Donc les Américains ont cette force de frappe-là que nous n'avons pas, ni en France, ni en Europe. Vous voyez, on n'est pas sur le même créneau de financement possible. En plus de ça, en Europe, et ça rejoint un peu la régulation, on a un certain nombre de fonds d'investissement qui ont des chartes d'investissement socialement responsables qui ne veulent pas, qui interdisent d'investir dans la Vice Tech. Alors la Vice Tech, c'est toutes les technologies où dedans vous avez tout ce qui est l'IA pour la pornographie, tout ce qui est... Et dedans, on trouve ici aussi l'intelligence artificielle militaire. Ça fait partie de la Vice Tech. Donc voilà, tant qu'on a des blocages et des verrous comme ça, eh ben, on a quelque part un cadenas au pied, une chaîne au pied, et on prend du retard sur d'autres concurrents quand ce ne sont pas des ennemis. Voilà. C'est aussi nos retards et nos faiblesses, elles sont aussi, alors le gouvernement ne peut pas tout faire évidemment, hein, sur l'aspect financement c'est trop compliqué, ça interroge aussi sur est-ce que la bonne échelle c'est l'Europe, mais est-ce qu'on peut faire une Europe de la défense? Donc là, je ne suis pas le plus qualifié pour en parler, mais est-ce que ça viendra un jour? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que nos intérêts convergent avec ceux des autres pays européens? Donc il y a plus de questions que de réponses là-dessus. On a des avantages, mais on a aussi quelques boulets et dont il sera à mon avis assez difficile de se défaire. Merci. Bart, did you want to add something? Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Bart? Je me réjouis de voir ces fortes connexions entre la recherche et l'industrie. Je voudrais conclure avec une histoire à propos de moi-même. Moi, j'ai fait de la recherche jusqu'à très peu. Il y a 5 ans, je travaillais au Von Karman Institute pour les fluidodynamiques, pour les mécaniques hypersoniques et dans l'Observatoire royal de Belgique. Et on se focalisait essentiellement sur l'exploration spatiale, donc aller voir les planètes et revenir de l'espace depuis l'orbite et faire les entrées atmosphériques. Je dirais que c'était presque la focalisation complète ou le champ d'application de la recherche européenne. Et l'arrivée aujourd'hui des systèmes de vol autonomes et également dans des régimes extrêmement rapides qui est mon background, donc les fusées réutilisables. La question pourquoi est-ce que l'Europe n'est pas à la pointe dans le même moyen que SpaceX ou South China ou l'Inde vont le faire. Ils vont très bientôt avoir un accès économique aux lanceurs et l'Europe n'y aura pas accès. Donc il y a une discussion plus large ici sur l'appétit pour la prise de risque en Europe, dans mon opinion, et je voudrais finir avec une note positive. Quand moi et les jeunes ingénieurs, je vois des changements d'état d'esprit chez les gens qui quittent l'université, des gens comme moi. Moi, j'ai 37 ans, qui ont peut-être une décennie d'expérience de travail. Il y a une différence dans les attentes qu'ils ont vis-à-vis de la société et les risques qu'ils sont prêts à faire pour améliorer la situation. Et donc, je voudrais conclure là-dessus et je suis porteur d'espoir. J'ai une dernière question pour vous, pour les 15 minutes qui restent. Dans le fond, je vais vous demander de vous projeter dans le futur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire ça, mais je vais quand même le demander. Je me demande, on a déjà parlé d'ailleurs dans vos interventions, à votre avis, c'est quoi les enjeux les plus importants présents ou futurs concernant l'utilisation justement de ces armes autonomes en temps de guerre? Alors, moi, je serais relativement classique en disant que, pour moi, globalement, la meilleure arme autonome que nous possédons aujourd'hui et que j'espère nous posséderons demain, ce sont nos combattants qui ont l'intelligence, qui ont la motivation, que l'on forme et qu'il faut former avec des nouvelles techniques, à une nouvelle approche. Mais c'est globalement, et c'est mon expérience, eux qui sont les plus grandes sources d'innovation.
si on leur donne la responsabilité. Et ce que font les Ukrainiens en ce moment est absolument remarquable. Ils sont un peu contraints de le faire. Hein. La guerre, ça impose des contraintes, mais ça donne des opportunités. C'est ainsi. Hein. Et s'ils ne le faisaient pas, ça ferait longtemps que l'Ukraine ne serait pas où elle est. Donc, ça, c'est de garder cette approche human-centric, pour parler en anglais. Dire, au bout du compte, c'est là. Mais, et ça rejoint ce qu'on vient de dire, cette approche human-centric, elle doit se faire accompagner, elle doit se faire aider, parce que tous ces phénomènes, cette accélération exponentielle, la transformation digitale, des choses qu'on n'aurait pas imaginées, non pas il y a 20 ans, non pas il y a 10 ans, non pas il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Tout ça s'accélère. Il y a des gens qui le maîtrisent, et ça c'est la bonne nouvelle. Il faut aller les chercher là où ils sont. Il faut, quand on dit qu'on ne peut pas deviner, ou en tout cas prévoir le futur, c'est pas faux. Moi, quand j'étais à la tête de la transformation de l'OTAN, c'est-à-dire la préparation de l'avenir de l'OTAN, c'était en 2014, c'était au moment de l'Ukraine, jamais prétendu, mais mon idée c'était quand même que la Russie revienne en Ukraine. Et donc à partir de là, on a tiré, et c'est pas la mienne non plus, c'était celle des Ukrainiens, heureusement pour eux, ils y sont préparés. Mais ça veut dire que quelque part chez vous, parmi les gens qui sont en train de chercher, il y a déjà le germe de ce que sera le monde de demain. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire lever. Et là, il y a un enjeu considérable, c'est de motiver, alors, évidemment, la dimension européenne. On pourrait en faire un panel à soi, bien sûr, et plusieurs panels, surtout que les élections arrivent bientôt. C'est assez étonnant, hein, cette convergence d'élections. Il y a des dates comme ça, il y a des années charnières. On verra les résultats. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on donne envie aux Européens de travailler ensemble pour leur futur, le futur des générations à venir, comme l'ont fait nos prédécesseurs, avec les outils qu'ils ont, avec l'éthique qu'ils ont, mais sans crainte, mais d'un autre côté, sans naïveté. Les trains, ils sont partis. Oui, on pourra peut-être les rattraper dans certains domaines. Il faudra investir. Cette idée de créer une autonomie européenne, si vous voulez, elle est cruciale parce que, on le voit bien, qui a aujourd'hui en Europe les moyens, non pas de s'opposer, mais de rentrer dans la compétition. On parle beaucoup de compétition, on n'ose pas parler d'ennemis, d'adversaires. Bon, la Russie nous y force un peu, bien sûr, mais alors, les Américains et les Chinois sont en compétition. C'est une compétition assez rude quand même, hein, etc. Mais est-ce que l'Europe est entrée dans la compétition? C'est ça. C'est vrai, dans certains domaines, on essaye de réguler, mais réguler sans faire, ça présente des limites. Donc, pour moi, l'enjeu, il est là. C'est quelque part, avec la France, avec l'Allemagne, enfin avec tous les pays qui constituent l'Europe, c'est quand même un ensemble qui n'est pas négligeable. Plus de 450 millions de personnes et un PIB qui est très très raisonnable si on fait la somme. Évidemment, le tout n'est pas la somme des parties. Moi, c'est ça le monde de demain. C'est une Europe responsable, une Europe qui sache se protéger, se défendre, qui sache surtout inventer l'avenir à sa propre image et non pas se la faire inventer de l'extérieur et se faire imposer de l'extérieur cette image. Et ça touche tous les domaines, et en particulier les systèmes autonomes, en particulier l'intelligence artificielle. Tout ça converge finalement, parce que cette automatisation de la vie, si on ne veut pas qu'elle se produise à notre détriment, il faut complètement se l'approprier pour en faire une force et développer une société qui s'appuie sur ces forces-là et qui pallie certaines des faiblesses, bien sûr, et certains risques. Sur la question de c'est quoi l'avenir sur le champ de bataille, moi j'ai une vision un peu différente, un peu dystopique. Je pense premièrement que le champ de bataille à très court terme, maintenant, devient invivable au sens premier du terme pour le soldat humain. Je pense qu'on va avoir dans les zones de première confrontation une robotisation à un tel niveau. Et là on voit le début, mais ça accélère vraiment extrêmement vite, à un tel point que le soldat humain ne pourra plus rester sans protection particulière et aura un niveau de vulnérabilité face au système robotisé qui sera tel que sa durée de vie, en probabilité, sera très faible sur le champ de bataille.
dans la zone de premier contact. Donc moi, je pense on arrive vers une situation où les premiers contacts, les premières confrontations se feront entre unités totalement robotisées, téléopérées ou non, aéroterrestres, navales parfois, et il y aura une prise d'avantage d'un adversaire A, des bleus sur les rouges ou des rouges sur les bleus, à partir des unités robotisées. C'est une partie des forces conventionnelles, mais quelque part, ça crée la même révolution que ce qu'on a pu connaître à la fin de la guerre avec l'arme atomique. On en est à ce niveau-là. Donc une très grande difficulté. Alors j'ai un exemple, si vous voulez un exemple très concret. Vous allez sur mon compte LinkedIn, j'ai posté ça il y a une semaine. Je me suis dit, je vais me faire censurer le truc. C'est une vidéo en Ukraine où vous avez un char russe qui se fait taper par une première munition téléopérée. Le char est détruit et vous avez l'équipage qui sort. Et donc la première munition, c'est à peu près 2 kg ou 3 kg d'explosifs embarqués avec un drone qui coûte moins de 15 000 $, et qui tape un char russe qui coûte quand même très cher. Non seulement le char est cassé, mais ensuite, les gens qui sont à l'intérieur sont à peine blessés et sortent. Donc vous avez trois équipages et chacun des membres de l'équipage se fait neutraliser l'un après l'autre par des petits drones qui sont eux chargés de 500 grammes d'explosifs et qui jouent avec les pauvres gars qui sont sur le terrain. Alors je dis ça, c'était un équipage russe neutralisé par les Ukrainiens, mais vous avez exactement la situation symétrique côté ukrainien avec des équipages, côté russe avec des équipages ukrainiens. Donc il y a une symétrie parfaite dans la haute intensité là-dessus. Et donc ça illustre le fait que le champ de bataille va devenir très vite. Alors la vidéo est terrible, on voit le gars qui commence à tirer avec sa mitraillette contre le drone, il fait de la lutte anti-drone personnelle avec sa Kalachnikov. Évidemment il n'arrive pas, parce que le drone va très vite, et puis voilà. Et puis finalement le drone le suit autour du truc, il court une fois, deux fois, puis au bout d'un moment quand l'opérateur ukrainien en a marre, il finit par tuer et il en a fait 3 comme ça. Donc ça explique l'invivabilité de l'espace de combat pour le combattant humain. Si ce combattant n'est pas doté d'un système anti-drone qui, à la base, aurait protégé son char et qui serait allé taper les drones offensifs. Donc on reste quand même dans une guerre unité robotisée contre unité robotisée. Cette guerre-là, elle va plus vite que ce qu'on peut imaginer en France. Voilà. Parfois on nous dit mais c'est de la science-fiction, ici, y compris ici. Hein. Certains ici nous disent c'est de la science-fiction, mais non, ça existe déjà et c'est déjà sur étagère et ça coûte pas cher du tout. Donc voilà, l'accès à l'information, être à l'état de l'art aussi, ça c'est un enjeu très important pour les forces. Voir les choses et les vertus des vidéos, moi je repose beaucoup de vidéos aussi, c'est quelque chose d'important. Mais les drones dont vous parlez, pour l'instant, ils sont téléopérés par les Ukrainiens. Ceux-là en particulier. Ceux-là en particulier. Ceux-là en particulier étaient téléopérés puisque l'opérateur ukrainien s'amusait quand même un peu, au lieu de finir le travail, il s'est amusé à faire courir le russe, quoi. Et il documentait en plus en écrivant, vous voyez, comme je le fais bien courir, quoi. Bon, voilà. Mais c'est toute la dureté du combat aujourd'hui, et se battre contre un adversaire humain, c'est une chose. Bon, il y a eu les combats successifs, la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, mais se battre quand vous êtes humain contre une unité robotisée plus ou moins autonome, c'est autre chose. Et je pense que psychologiquement, ça interroge aussi. Well, do you have something to add? Vous aviez quelque chose à rajouter? Non, pas vraiment. Merci pour l'opportunité d'être ici et j'ai beaucoup appris. On a un peu de temps pour une période de questions, donc je vois absolument rien dans la salle. Si vous pouvez oui, je vois un bras qui s'agite là-bas. Je ne sais pas si vous avez un micro à votre disposition, sinon je peux venir vous porter le mien pour vrai. Ouais. Ça marche. Merci. Alors déjà, merci beaucoup pour cette table ronde, c'était très intéressant. Alors je n'ai pas une question, j'en ai beaucoup, donc on va faire dans l'ordre. Au sujet de l'armement avec des équipements autonomes dans des pays pro à la transformation systémique, comme on peut avoir notamment en Amérique du Sud, où on a beaucoup de changements comment dire, par exemple au Brésil on peut passer de Bolsonaro à Lula qui sont quand même des changements radicaux dans le fonctionnement, mais on a aussi même des mafias sud-américaines qui commencent à avoir des ressources en tout cas financières comparables avec les États. Du coup je voulais avoir un petit peu votre avis là-dessus. Est-ce que c'est un sujet qui est évoqué, l'arrivée des mafias dans ce genre de discussion?
Enfin, moi, en ce qui me concerne, totalement. Hein. Je fais même pas la différence. C'est vrai, vous avez souligné la montée en puissance et donc la faillite des États, de certains États. On a des preuves quasiment tous les jours. C'est un des vrais sujets. Hein. Moi, j'ai deux vrais sujets, si vous voulez, un peu hyper stratégiques. C'est la montée en puissance d'un côté des très gros, des GAFAM pour les citer, ou l'équivalent chinois, par exemple, et d'un autre côté, le crime organisé qui rejoint le terrorisme. Tout ça, on est un peu, les uns s'alimentent des autres, et les autres s'alimentent du désordre ambiant, et ils ne font qu'accélérer le désordre ambiant. Et derrière Poutine, il y a un peu de ça aussi, tout le monde le sait, enfin, il n'y a pas de surprise. Donc oui, c'est bien. Et ce que votre question, elle amène à la réponse un petit peu qu'on formule, c'est la défense de nos sociétés. Il ne faut pas croire que c'est la défense des frontières, ne serait-ce que de l'OTAN ou de l'Union européenne, c'est la défense au quotidien de notre société. Parce que si toutes ces menaces nous amènent à ne pas pouvoir protéger des grands événements, tiens, puisqu'on parle des JO, il faut en parler une fois au moins dans chaque bonne intervention, hein, maintenant. Mais bien d'autres parties de notre vie, est-ce qu'on pourra plus se rassembler en groupe sans être menacé par soit des gangs, comme c'est le cas dans certains pays, soit, et même parfois en France, on le sait, soit par des intimidations de groupes terroristes qui iraient chercher des rançons, comme ils le font dans le cyberespace. Et c'est pour ça que l'enjeu est vraiment considérable. Et que les gens si on réduit cette question à une pure question de défense, on passe à côté du sujet. Même si la défense, c'est pas moi qui vais dire le contraire, est importante, la défense et la sécurité. Non, on est dans une ère de défense collective. Vraiment et c'est pour ça qu'on a besoin de cette énergie pour mettre toutes nos forces ensemble et faire comprendre à chacun d'entre vous et à tous ceux, y compris les investisseurs, je suis complètement d'accord avec ça, qu'aujourd'hui, moi je ne cesse de leur dire, c'est votre défense, quoi. Si vous n'investissez pas cet argent dans ces sociétés-là, demain vous n'aurez même plus le loisir d'investir votre argent. Il aura disparu, il sera dans les mains d'autres, et en tout cas vous aurez perdu le levier. Pour répondre à votre question sur les pays en Amérique du Sud, vous avez un super exemple qui s'est passé au Mexique il y a 1 an et demi, c'est-à-dire c'est l'appropriation du drone par des cartels. Donc il y a un premier cartel qui a commencé à aller éliminer, qui a compris l'intérêt du drone largueur de charge, du drone porteur, hein, c'est du drone chinois, qui vous mettez une grenade en dessus et donc ça coûte quelques centaines de dollars et c'est furieusement efficace pour aller éliminer des concurrents dans la jungle, sur des sites de production de drogue. Et donc, au lieu d'envoyer des équipes de tueurs classiques, où vous avez de la perte, les premiers, etc., et ça coûte cher, là, ils ont commencé à mettre au point une mini-armée de drones, avec des drones téléopérés, et ça a tellement bien marché que l'équipe d'en face, donc le cartel d'en face, évidemment, a vite compris la leçon et a fait pareil. Et on commence à voir des oppositions, des guerres de cartels par drones interposés, y compris en zone urbaine. C'est-à-dire que ces gens-là commencent à utiliser des MTO avec très peu de charge, mais qui viennent taper des gens dans un pick-up, dans un truc, avec peu de dégâts collatéraux, mais les gens dans la camionnette sont tous morts, et ça coûte rien, ça coûte 500 $, plus la munition pour éliminer 4 personnes qui, lourdement armés, auraient pu aussi se défendre. Donc voilà, donc ça c'est au Mexique aujourd'hui, mais vous avez ça partout. Et en plus de ça, pour faire leur promo et attirer des spécialistes, ils filment leurs faits d'armes et ça sert de marketing, de vidéo marketing pour recruter des télépilotes battle-proof. Je suis vraiment désolée, je vais devoir mettre fin. Je pense que vous allez peut-être encore être disponible maintenant ou ce soir peut-être pour répondre aux questions. Je voulais vous remercier, mes intervenants, Thierry Berthier, Bart Van Hove et le général Jean-Claude Palomera. C'était vraiment un plaisir de vous écouter, une conversation super riche. Merci le public d'avoir été là avec nous et on se voit plus tard en soirée. Merci beaucoup. Au revoir.